Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne en fait un peu l'actualité. Bah c'est tous les 5 ans, donc je me suis dit bon c'est maintenant ou jamais. J'ai envie en fait de vous parler pas de politique mais d'ouvrages qui parlent de politique. C'est les élections présidentielles et je me suis dit quoi de mieux que de vous parler d'ouvrages qui parlent un peu de politique. Alors c'est pas du tout une vidéo où je vais donner mon avis politique, c'est simplement de l'imaginaire où on traite en fait des sujets de politique, où il y a des systèmes politiques qui sont mis en avant et qui sont assez développés, des complots politiques. Bref, de quoi nourrir vos instincts de requin politique pendant cette période électorale, et on commence tout de suite. Je fais juste une petite aparté, les 3 Nantes seront présentes à Trolls et Légendes le 16 et 17 avril. Je vous préviens que maintenant parce que ça s'est fait à la dernière minute, voilà, il y a un stand qui s'est libéré, on a pu avoir la place, donc je serai la seule autrice de la maison d'édition qui sera sur place, malheureusement, parce que c'est pas possible d'organiser autrement actuellement, mais tous nos ouvrages seront à la vente. Donc voilà, si vous allez à Trolls et Légendes, sachez qu'on sera là, et je suis hyper contente parce que, pour tout vous dire, c'est la première fois que je vais aller en Belgique, et plus particulièrement à Mons, de ma vie. Donc voilà, ça va être la grande découverte et j'ai très hâte de vous y voir. J'ai eu envie en fait de faire cette vidéo d'une part parce que c'est les élections, mais surtout parce que j'ai terminé en fait il y a peu La Promesse du Sang, Poudre-Mage, donc c'est la trilogie du Poudre-Mage qui est disponible chez Leia. C'est la nouvelle trilogie un peu hype qui est sortie il y a très longtemps. Poudre-Mage, en fait, c'est vraiment dans un contexte post-révolutionnaire. En fait, on est sur un coup d'état un peu à la Napoléon, vous voyez, un coup d'état révolutionnaire qui renverse le roi, et voilà, on suit des personnages, et notamment le personnage de Tamas, qui est le personnage principal, qui va essayer de restaurer un pouvoir qui a du sens, qui est là pour nourrir le peuple, qui est là pour essayer de restaurer son pays, en proie non plus aussi à une géopolitique qui est un petit peu compliquée, notamment avec une volonté d'absorption de la part de leurs voisins qui veulent essayer d'absorber le pays. Et donc Poudre-Mage, au-delà d'avoir une fantaisie avec des pistolets, de la baston et de la politique, c'est surtout vraiment une fantaisie qui parle du pouvoir, des implications du pouvoir, jusqu'à où on est prêt à aller pour même défendre ses idées politiques. Et c'est un roman, voilà, quand on aime un peu les jeux de pouvoir, complot politique, instauration aussi, moi j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin-là, c'est le côté où comment le personnage qui est doué de magie dans le texte va faire pour nourrir son peuple, restaurer, gérer les monarchistes en place, faire face aux complots, notamment les complots visant sa destitution, et notamment la géopolitique extérieure. Donc c'est vraiment un livre, quand on aime les récits de complot politique, c'est vraiment hyper sympa à lire. Donner envie de vous parler d'autres livres, notamment d'imaginaire, qui parlent de ça. Alors je dois quand même vous dire que je ne vais pas parler de Game of Thrones, je vais pas vous parler non plus de livres où c'est du genre hyper connu, voilà, qu'on parle de politique. J'ai pas besoin de vous dire que Game of Thrones c'est inspiré de la guerre des 2 roses et que c'est de la politique. Si je parle politique, forcément celui-ci, ça va vous toquer au cerveau, et forcément j'ai besoin d'en parler parce que c'est pas un auteur que je vois énormément, j'en entends pas tellement parler, alors que véritablement c'est un des meilleurs auteurs que j'ai lu ces dernières années. Je parle donc de Joe Abercrombie, donc La Première Loi. J'ai pris La Première Loi, même si je trouve que sa nouvelle série est un peu plus politique que La Première Loi. C'est Un soupçon de haine, voilà. Après faites pas comme moi, lisez dans l'ordre, parce que moi j'ai lu Un soupçon de haine, et en fait fallait lire La Première Loi. Il y a La Première Loi, il y a les Servir froid et tout, il y a des livres qui sont entre deux, et sa nouvelle série. Dans La Première Loi, on suit un royaume qui est en proie à une guerre avec le Nord, et on est donc sur un récit polyphonique avec plusieurs personnages. Un personnage au nord qui va être complètement bouté, voilà, défait, et qui va devoir se remettre sur les pieds. Un prestigieux, on va dire, chevalier qui va être envoyé par son roi pour une mission. On va suivre un magicien qui a des prétentions sur la politique, et donc le royaume de l'Union, parce qu'il me semble que c'est le royaume de l'Union, et un peu dans la panade au début du roman, et les personnages vont tout faire un peu pour relever ce royaume de l'Union qui est en guerre avec les voisins du Nord, et aussi il y a des problèmes avec les voisins du Sud. Et donc on est sur un roman, alors là je vous ai cité La Première Loi, mais j'ai vraiment plus envie de vous parler d'un soupçon de haine, où on est en fait sur les héritiers, et on retrouve même des personnages de La Première Loi dedans. Dans ces livres-là, on est sur un contexte, en plus de révolution industrielle, où l'industrie est très importante, où là, en fait, le pouvoir en place de l'Union, il y a vraiment beaucoup, là, il y a beaucoup de complots politiques sur, voilà, avec notamment Glokta, pour ceux qui l'ont lu, voilà, des personnages qui sont là pour essayer de survivre, et aussi faire survivre leur pays et leur poste, parce que c'est pas parce que t'es haut placé que ta tête va pas tomber rapidement. Dans cette, donc, deuxième saga, même s'il y a des tomes indépendants entre deux,
il y a vraiment des jeux politiques sur l'Union. Voilà, on suit notamment les dirigeants, mais on suit aussi les nobles qui tournent autour et qui sont presque là pour à faire la misère en fait aux régnants en place, notamment beaucoup de géopolitique aussi avec des nouvelles guerres. Bref, c'est un récit quand on aime la politique. Alors là, il n'y a pas que ça, c'est un peu moins présent que dans Poudre-Mage, mais parce qu'il y a de l'épique, il y a de la quête, il y a plein de personnages différents avec d'autres thèmes différents, mais Abercrombie a l'avantage de faire de la politique en sous-texte, mais qui est assez présente pour dire que c'est un récit qui est quand même politique, sans être trop compliqué à suivre, et voilà, c'est agréable, c'est beaucoup de complots, et véritablement les personnages sont très très bons, c'est de la fantaisie qui est violente, mais c'est un récit où tous les personnages sont gris, on est tous là pour sauver sa place dans le pays de l'Union, et essayer de s'élever le plus socialement. Donc voilà, et dans le deuxième trilogie, on va dire, on est aussi sur les questions des classes sociales, sur le fait que, voilà, avec la révolution industrielle, certains veulent monter, et certains risquent de descendre aussi, donc très intéressant à suivre. Là, je vais vous présenter le seul livre de non imaginaire que j'avais envie de vous présenter, mais c'est un livre sur la politique, mais d'une façon assez détournée, que j'aime beaucoup. Alors, c'est de la politique spécifique. On parle pas de système, on va dire, démocratique. Je parle donc de Femmes de dictateurs de Diane Ducré. Il y a une suite, donc d'où le nom qui est tiré. Ce sont des portraits, en fait, des femmes des dictateurs. Alors, dans celui-ci, par exemple, c'est pas forcément sur une femme particulière, c'est sur les femmes et leur rôle qu'elles ont eu sur les dictateurs. Lénine, Staline, Salazar, Bokassa, Mao et le dictateur H, je vais pas le dire sur YouTube, mais ce sont en fait, ce qui est intéressant, c'est bon, les femmes qui ont ce rôle là, alors parfois même dans le 2 il y a des femmes aussi qui ont eu ces pouvoirs là, leur rôle voilà, qui était actif ou passif, et aussi le rôle qu'ont les dictateurs sur les femmes, ça c'était aussi intéressant. Bref, c'est une façon de voir en fait la dictature, l'étude des régimes historiques d'un point de vue assez novateur et d'un point de vue qui fait peur aussi. Alors, souvent quand il y avait dictature, il y avait forcément violence aussi envers les femmes, hein, c'est souvent liées, mais on voit aussi que certaines ont eu beaucoup d'implications dedans, certaines ont été aussi fantasmées par la littérature à la suite de ça, mais très intéressant à découvrir. Alors c'est apolitique avec au sens très large, hein. Je parle là vraiment de dictature. Diane Ducré, c'est une journaliste, hein, pour le coup, donc au-delà d'avoir ces portraits de femmes, on a aussi toute l'histoire en fait de ces hommes politiques qui ont œuvré dans le passé, donc vraiment à découvrir, mais c'est le petit aparté celui-ci. Ensuite, je vais vous présenter de la fantaisie asiatique. Ce texte-ci a un côté assez politique, notamment dans son tome 2. Je parle donc de La Grâce des Rois de Ken Liu, qui est de la silk punk. Donc la silk punk, c'est le fait que ça soit à la place de la vapeur, c'est de la soie qui est mise en avant. Le silk punk, alors c'est Ken Liu qui l'aurait inventé. Donc on est sur la terre de Dara, qui est divisée en plusieurs contrées. Il y a une de ces contrées qui a pris du poids par rapport aux autres grâce à ses alliances politiques, ses complots politiques, et qui a érigé un empereur, mais un empereur qui est assez tyrannique, donc qui appauvrit sa population, et donc on va suivre différents personnages qui vont essayer de révolutionner, renverser l'empereur en place, et surtout La Grâce des Rois, c'est surtout deux amis, deux frères presque, qui vont se retrouver en totale opposition pour leurs idées politiques et leurs idées voilà, guerrières. Et donc là on est sur un régime où il y a beaucoup de complots. Dans le deuxième tome, on a le gagnant de cette guerre qui va être face en fait à toute une révolution politique à mettre en avant, c'est-à-dire que sur le système éducatif, sur le système de la guerre militaire, sur le système de nourrir son peuple, voilà. On est vraiment sur un texte qui parle beaucoup de ce genre de choses. Là on est vraiment sur le complot politique, qu'est-ce qu'on doit faire pour renverser un empereur, quoi. Et on a un côté asiatique où ils se battent au sabre et tout. Bref, c'est un roman. Alors la silk punk est quand même très peu présent dans le texte, on est beaucoup plus sur un roman presque historique, voilà, de réinterprétation historique fictive, mais c'est assez intéressant. C'est presque une lutte fratricide pour renverser le pouvoir, et notamment un pouvoir qui est tyrannique. Si vous aimez les ambiances asiatiques, si vous aimez les ambiances politiques, c'est un peu être un mélange des deux, avec un côté un peu fantasy, parce que c'est un monde totalement créé, voilà, ça n'existe pas, Dara, mais surtout avec ce côté légèrement steampunk qui est un peu plus exploité dans le tome 2. Tome 2 qui est coupé en deux chez Pocket, hein, donc j'attends la suite pour pouvoir la lire.
Et comment ne pas parler de ce livre de fantasy, parce que pour moi c'est le livre de fantasy qui parle de politique, c'est un livre que j'adore et je suis tellement heureuse de l'avoir fait découvrir à plein de gens. Pour le coup c'est une des seules fiertés que j'ai sur la chaîne, donc je vais vous le dire. C'est donc David B. Coe, La Couronne des Sept Royaumes. Je vous l'avais présenté depuis quelques années, j'avais même fait une vidéo complète sur ce sujet. La Couronne des Sept Royaumes, c'est un récit, il y a 4 ou 5 intégrales, voilà, c'est une grande saga, mais passionnante, où la politique a un enjeu très important, surtout au fil des tomes. On est sur l'histoire au début d'un garçon qui est fils d'un seigneur, qui lui est un peu arrogant et se dit bon, je vais réussir ma vie, hein, papa est bien placé, voilà, je suis beau et élégant, machin. Et en fait, on va lui prédire le fait qu'il va avoir un avenir un peu pourri. Il va pas le croire. Il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Brienne lors d'une fête, et il va couche avec elle parce qu'il est très amoureux d'elle, il l'aime beaucoup. Et au réveil, en fait, il se réveille avec un poignard dans la main ensanglanté et Brienne totalement éventrée, sauf que lui, il a rien fait, il est enfermé. Donc on suit son parcours à lui, et on suit le parcours surtout d'un autre personnage, des doués de magie, parce que ceux qui sont doués de magie dans l'univers ont été mis en esclavage par le peuple donc de ce garçon, et donc on est face à ce personnage où il y a au fil du récit, beaucoup plus de politique parce que un tisserand s'est mis en avant et souhaite renverser le pouvoir politique de ces gens qui ont mis sous leur coupole ces magiciens. Donc c'est un récit en plus, tu comprends aussi les volontés du méchant, même si tu ne veux pas voilà, forcément qu'il gagne parce que la manière dont il fait est hyper violente, mais c'est un récit en fait qui parle aussi de renversement politique. Il y a beaucoup de complots politiques parce que dans le premier tome on est sur quelque chose un peu plus classique et tout. Après on va vraiment être dans les cours avec des complots, ces doués de magie qui vont être d'un camp ou d'un autre ou neutres, et même les seigneurs sont très différents, veulent se tirer dans les pattes. Bref, beaucoup d'alliances politiques, surtout que comme je disais au début du récit, Brienne était aussi une noble, donc son meurtre va avoir une implication forcément sur la politique de ce royaume. Bref, c'est une excellente série que je vous conseille absolument. Ça a fait partie de mes séries préférées d'imaginaire, et j'en ai toujours énormément de bons souvenirs, et notamment le côté politique était une des choses que j'avais le plus apprécié dans le récit. Et là on est vraiment sur de la fantaisie complotiste, politique, voilà. Il y a des batailles et tout ça, mais beaucoup de scènes et d'enjeux se passent dans les couloirs des châteaux, se passent à coups d'assassinat ou de séduction pour avoir le pouvoir, donc je vous le conseille. Et enfin, j'avais absolument envie de vous parler de celui-ci parce que c'est pas parce qu'on fait des livres sur la politique qui sont forcément bons. Et celui-ci en fait est un exemple éclairant sur le coup, il me fait rire quand je l'ai lu. Alors je crois que c'est ce tome-là, hein, mais de toute façon je vais vous le pitcher, vous le retrouverez forcément. Je vous présente notre cher Terry Goodkind. Comment ne pas parler de Terry ici. L'épée de vérité, c'est très connu, c'est l'histoire de Richard qui est le sourcier qui va essayer de renverser Drakhenral, le grand méchant de l'histoire, et qui est accompagné par une jeune femme qui est douée de magie, qui quand elle touche quelqu'un, elle arrive à lui ordonner ce qu'il veut, quoi. Il n'a plus sa raison propre de penser. Et donc dans celui-ci, Richard décide en fait d'infiltrer un pays pour pouvoir le renverser de l'intérieur. C'est un récit, je vous dis, après Terry Goodkind, il y a de la politique, hein, il y a des complots politiques parce que voilà, au fil du récit ça augmente, mais celui-ci, la politique est particulièrement traitée, c'est-à-dire que Richard c'est America Great Again, c'est vraiment le capitalisme de ouf, voilà, c'est vraiment l'Amérique, et en fait Richard va infiltrer un pays où on a envie que tout le monde ait le même salaire, où il n'y a pas de classe sociale, voilà, où les gens vivent en communauté, partagent leurs biens. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est le communisme? Voilà, donc Richard va pénétrer dans le communisme et va détruire le communisme. Et donc le communisme est traité, mais avec une lourdeur, les gars, c'est même un plaisir à lire parce que c'est très très drôle. Du genre, tu te dis, mais comment ça peut être cliché que c'est passé éditorialement? Après, Goodkind, c'est de moins en moins bon de cet homme, et surtout, un des derniers que j'avais lu aussi, on voit comment il a dressé le portrait du méchant basé sur le triptyque en fait qu'on parle des tueurs en série. C'est très très drôle quoi, de voir comment c'est un peu mal écrit et mal fait. En fait, c'est pas mal écrit, mais c'est tellement simpliste, c'est pas nuancé du tout, et c'est très très drôle parce que en plus, au-delà du fait que ça parle de politique, Terry Goodkind met énormément ses idées politiques dans ses bouquins, c'est ouf. Et c'est une certaine vision de la politique aussi, hein, c'est particulier, mais j'avais envie de vous en parler parce que voilà, c'est parce qu'un récit parle de politique qu'il le fait
bien, voilà. Et tu peux avoir des inspirations, mais quand tu es aussi engagé, et surtout c'est aussi mal fait, ça en est drôle. Donc, si vous voulez découvrir Richard au pays des communistes, c'est exactement ça, quoi. Donc c'en est tout pour cette présentation, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite un très bon vote, voilà, pour le coup, et très bonne lecture, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.